bonsoir, ça sert à rien. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons faire le récapitulatif de 205 Live, NXT UK et SmackDown. Je vois quelqu'un qui réagit sur le chat en me disant c'est long. Je laisse 10 minutes de remplissage au début des lives maintenant, le temps que tout le monde ait la notification et le temps d'arriver. Comme ça, les gens ratent pas le début, ils sont pas obligés d'aller voir le début en replay. J'ai eu ce retour plusieurs fois, je me dis voilà. Là, en l'occurrence, j'ai juste laissé l'intro bouclée pendant 10 minutes. Mais pour les prochains lives, on fera quelque chose d'un petit peu plus construit, d'un petit peu plus sympa. J'ai un message sur Discord, je regarde ce que c'est. Ok, c'est bon, tout va bien. Et allons-y. Et allons-y pour 205 Live qui se tape un 0. On a battu un record de pire show. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. Donc j'ai à peine pris d'image. Le premier match c'était Daivari et Arya Daivari et Tony Nese contre les Bollywood Boys. J'ai mis C- parce que ça fait 3 fois qu'on voit ce match en 4 ou 5 mois et ça avance pas, ça progresse pas, c'est chiant, c'est voilà. Donc C-, c'est vraiment... Bon allez, passons au main event, peut-être le main event sera mieux. Et le main event ça a été August Grey contre Ashanti The Adonis avec une intervention de Daivari pour essayer de, comment dirais-je, de ramener August Grey dans le côté obscur. Le show du 27 mars, donc il y a 4 semaines, le show du 27 mars, c'était Arya Daivari et Tony Nese contre les Bollywood Boys. Les Daivari et Tony Nese gagnent le match. Et le main event, August Grey contre Ashanti Adonis avec une intervention de Daivari. Je suis d'accord que c'est difficile de créer de nouveaux trucs avec un roster réduit comme ça. Mais là, nous sortir 2 fois exactement la même carte, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est vraiment cracher à la gueule de ceux qui regardent 205 Live toutes les semaines. C'est-à-dire que déjà c'est pas évident si tu veux rentrer dans 205 Live. Déjà c'est pas évident de trouver de l'intérêt quand t'as l'impression que tout va nulle part ou que rien ne va quelque part. Mais si tu te rends compte qu'ils te sortent les mêmes trucs, les mêmes matchs, le plus c'est uniquement parce que Arya Daivari a dit à August Grey mais vas-y regarde, il va se faire décompter à l'extérieur, prends la victoire par décompte à l'extérieur, il n'y a rien de mal à ça, parce que c'est un peu une victoire de lâche de laisser juste l'adversaire à l'extérieur et de gagner par décompte à l'extérieur. Et c'est ce qu'August Grey a refusé de faire ces 2 dernières semaines. Il a refusé de le faire contre Mansoor, ça lui a coûté le match, et il a refusé de le faire contre Tony Nese la semaine dernière. Et du coup, August Grey est déconcentré et son adversaire, Ashanti Adonis, en profite pour voilà, voler la victoire. Et Arya Daivari lui dit « Tu vois, c'est pour ça que tu perds tout le temps !» Je lui dis « Il a gagné la semaine dernière contre Tony Nese en refusant la victoire par décompte à l'extérieur. Non seulement vous nous insultez en nous servant vraiment en faisant un copier-coller, en plus, c'est même pas cohérent. » C'est une demi-heure de show. Le problème de 205 Live, c'est que s'il y a une très mauvaise idée dedans, ça ramène tout le show, ça descend tout le show. Donc voilà, c'est un 0. Ils ont battu le record du pire show de l'année. J'ai failli mettre F parce que je me dis, c'est le genre de truc qui pourrait me faire arrêter de regarder 205 Live. C'est-à-dire que si vraiment ça va nulle part au point qu'ils répètent des cartes entières, merde quoi, merde, je perds mon temps quoi à regarder 205 Live. Donc on va passer au bilan de NXT UK. NXT UK a démarré avec Eddie Dennis contre Joe Coffey. Franchement, ce match... NXT UK dans sa globalité a eu 12. Ce match-là a eu C+. Franchement, il est un peu... Ce match était un peu... faisait un peu filler, parce que la semaine dernière, ils ont annoncé plus ou moins une rivalité... Excusez-moi, je cherche mes images, voilà. Annoncé une rivalité entre la faction d'Eddie Dennis, qui est Eddie Dennis Primate et Tyson T-Bone, contre, merci The Femelle pour ton abonnement, contre Gallus. Et Gallus, c'est Joe Coffey, son frère Mark Coffey et Wolfgang. Wolf the Gang. Du coup, là, ce match-là, il faisait un peu première étape avant le vrai gros match. Et c'était un peu ça.
C'était un peu... Le match n'était pas spécialement mauvais. Juste... bah, évidemment... tiens, d'ailleurs, j'ai pris une image du match en question. Hop là, voilà. Le match qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc évidemment Primate et Tyson T-Bone sont intervenus pour essayer de déconcentrer Joe Coffey, mais évidemment Mark Coffey et Wolfgang sont arrivés pour sauver Joe Coffey et permettre à Joe Coffey de gagner avec son Glasgow Send-Off qui est un énorme coup de boule sauté et sa prise de finition All the Best for the Bells qui est un nom alambiqué pour dire un discus clothesline que grâce à moi vous savez parfaitement réaliser. C'est la prise que j'ai fait sur une des deux prises que j'ai faites sur l'ours Grumly si vous me suivez depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, c'était un match un peu filler dans une rivalité qui continuera la semaine prochaine, mais le match était bien. Ensuite, on a eu une vidéo un peu décevante de Ilya Dragunov qui regarde une vidéo de son match contre Walter pour le titre mondial de NXT UK. Et voilà. Pas plus. Pas genre, il va commencer à se... On voit qu'il a compris que c'est quand il se prend des chops dans le dos qu'il passe en mode berserk. Mais voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Du coup, je suis resté un peu sur ma faim là, sur cette vidéo-là. Ensuite, on a eu une vidéo en coulisses de Joe Coffey qui croise Rampage Brown et qui lui rappelle qu'il lui a promis un match retour, parce que Rampage Brown a déjà gagné contre Joe Coffey, mais voilà, apparemment il lui a promis un match retour, donc j'ai hâte, pourquoi pas. Ensuite, on a eu un match Dave Mastiff contre Sam Gradwell, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, Sam Gradwell est arrivé, la porte du BT Sports Center était fermée. Mastiff arrive, lui ouvre la porte et Gradwell lui dit « Ah bah, t'as mis du temps à traîner ton gros cul !» Et Mastiff lui a fermé la porte à la gueule. Donc voilà, ils ont eu un match pour régler ça. Et... un reproche que je fais relativement souvent à NXT UK, c'est que tout fonctionne par palier. C'est-à-dire qu'il y a des catcheurs du palier A qui vont affronter des catcheurs du palier B, et évidemment le niveau A va gagner. Et là, Dave Mastiff pour moi est un niveau A, peut-être le bas du niveau A, mais un niveau A, que Sam Gradwell est clairement un niveau B. D'où ma surprise, quand Sam Gradwell a gagné, clean, sans aucun conteste, pardon. J'ai mis C parce que... Alors, vous m'avez vu mettre un B la semaine dernière à Isla Dawn contre Emilia McKenzie, alors que c'est à peu près la même configuration, c'est-à-dire que Emilia McKenzie était vraiment présentée comme une main eventer de la division féminine, que Isla Dawn, ça fait depuis le début de NXT UK qu'elle job dans la division féminine de NXT UK. Mais là, vous voyez, être surpris de la victoire de Isla Dawn, ça m'a fait mettre un B, même un B+, je sais plus, parce que Isla Dawn, ça fait des semaines que je la vois essayer de progresser. Elle vient de changer de personnage. Pour moi, elle a le vent en poupe. Pour moi, elle va quelque part. Que Emilia McKenzie, elle vient de revenir. J'étais plus du côté d'Isla Dawn. Pour moi, il y a plus une histoire côté Isla Dawn. Et c'est pour ça que là, j'étais surpris. Surpris en bien. Que là, je peux pas dire que je suis surpris en mal. Je suis juste surpris parce que Dave Mastiff perd beaucoup en ce moment, quoi. Il a perdu son match contre Rampage Brown. Avant ça, il a perdu son match contre... je sais plus, dans le tournoi pour le titre... pour l'Heritage Cup, la Coupe du Patrimoine. Je sais plus contre qui Mastiff a fini par perdre. Mais voilà, il perd beaucoup en ce moment, Dave Mastiff, et c'est un peu préoccupant. Donc je sais pas. C'est pour ça que je m'y sais, je sais pas comment je me situe par rapport à cette décision-là. Ensuite, on a une vidéo de Aoife Valkyrie qui dit que son moment est arrivé, qu'elle va avoir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est un match contre Meiko Satomura. Donc, c'était contre Jordan Devlin, merci. Voilà. Ah oui, non, oui, effectivement, il a également perdu contre Jordan Devlin. Mais avant ça, il a perdu dans un match pour le titre de... Ouais, j'ai oublié le match contre Jordan. Il perd vraiment beaucoup en ce moment, Dave Mastiff. Bref. Bon, j'ai mis un C à ça veut dire on va avoir le match Aoife Valkyrie contre Meiko Satomura la semaine prochaine et j'ai vraiment très hâte de voir ce match. J'espère qu'Aoife Valkyrie va gagner, mais je mettrai pas ma main à couper. Ensuite, on a une vidéo qui nous présente Emilia McKenzie. Un peu tard étant donné qu'elle est revenue il y a 2 semaines. Ça aura peut-être gâché la surprise, mais franchement, vu que je la connaissais pas parce que je suivais pas NXT UK au début,
parce qu'elle a été absente pendant 2 ans de NXT UK, et du coup elle fait son retour. Bah, moi du coup c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe parce que je la connaissais pas. Donc du coup pour moi cette vidéo arrive un peu tard. Mais voilà. Voilà. Elle est présentée comme la protégée de Meiko Satomura, pour ce que ça vaut. Ensuite on a eu un match assez équilibré entre Dani Luna et Ginny. Pourquoi le nom de Dani Luna est aussi bas? Entre Dani Luna et Ginny, évidemment Ginny est accompagnée de Joseph Connors. J'ai mis C- parce que ce match faisait très... Il s'est passé comme tu t'attendais à ce qui se passe. C'est-à-dire que Dani Luna est plus forte et très protégée, et à un moment donné, Joseph Connors l'a distrait. Est-ce que j'ai une image de ça? Non. À un moment donné, Joseph Connors l'a distrait, et Ginny en profite pour voler la victoire. Enfin, ça a été vraiment le match vanilla, mais vanilla pas... plus paresseux quoi qu'autre chose. C'est-à-dire... le niveau, pas le niveau 0 du booking quoi, mais le niveau 1 quoi. Voilà, le niveau je veux dire, tu vois cette image, tu vois ce qui s'est passé quoi. Si je te dis Dani Luna et la face, Ginny et Joseph Connors sont les heels, tu t'imagines le match. Donc voilà. Et après le match, Ginny agresse Dani Luna avec une clé de jambe et un étranglement, mais Flash Morgan Webster et Mark Andrews, qu'on a vu s'entraîner avec Dani Luna ces dernières semaines, interviennent pour venir à son aide. Tout faisait très artificiel, quoi. Tout faisait très... Dani Luna et Ginny s'affrontent parce qu'elles ont des partenaires masculins, des partenaires d'entraînement ou d'affaires masculins. Du coup, enfin voilà, tout fait très... ça fait, rien fait très organique, quoi. Rien fait très naturel, on va dire ça comme ça. Du coup, ouais, je suis pas rentré dedans. Ça m'a un peu... voilà, ça m'a fait un peu... Je regarde du catch. Tu vois, j'imagine que je me fais comprendre. Ensuite, on a eu un segment... Ah, je me demandais ce qui manquait à cette rivalité. Parce que la semaine dernière, le main event, c'était Amir Jordan et... Amir Jordan contre Kenny Williams. Ils ont été partenaires par équipe pendant des années à NXT UK. Et ils ont mis fin à leur amitié dans une rivalité tout à fait shakespearienne. Et je trouvais que le match avait du mal j'avais du mal à rentrer émotionnellement dans le match, parce que j'avais du mal de toute façon à rentrer émotionnellement et dans leur amitié et dans chacun des deux gars individuellement. Je suis pas très investi dans Amir Jordan, je suis pas très investi dans Kenny Williams, et je suis pas très investi dans leur amitié. Du coup, même si toute l'histoire était parfaitement racontée, j'étais pas dedans. Et là... Amir Jordan arrive dans le bureau de Sid Scala, l'assistant au général manager de NXT UK. Il dit qu'il veut un match retour contre Kenny Williams parce que, n'est-ce pas, Kenny Williams a triché la semaine dernière. Et Sid Scala dit qu'il est désolé évidemment, mais que Kenny Williams est déjà passé, que lui aussi veut un match retour à 2 conditions. D'une part, que ça soit un match sans disqualification. Amir Jordan dit chouette, tant mieux, génial, je vais lui péter sa gueule au-delà de toute mesure. Et Sid Scala dit oui, mais c'est pas tout, le perdant devra quitter NXT UK. Et Amir Jordan signe le contrat. Je sais pas lequel des deux va quitter NXT UK, mais on aura la réponse la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Là, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai gros enjeu, et le fait que ça soit un match sans disqualification fait que le match peut vraiment aller dans les deux sens. Parce que Kenny Williams a découvert les joies et la facilité de la triche, mais du coup, dans un match sans disqualification, il n'y a pas de triche. Du coup, est-ce que Amir Jordan va élever son niveau de violence et de j'ai pas envie de dire de viciosité parce que ça ne veut rien dire, de vice, mais c'est beaucoup trop biblique, de son niveau d'agression, on va dire ça comme ça, son niveau d'agressivité, son niveau de déloyauté, j'en sais rien, au niveau de Kenny Williams, parce que là ça va pas enfreindre les règles, ou est-ce que Kenny Williams va profiter de cette espèce de choses qu'il a découvertes, que moins on suit les règles, mieux c'est. Je sais pas lequel des deux cette stipulation avantage le plus. Et du coup je suis très hypé là pour le coup, je suis très hypé de voir ce match, et je pense qu'il va être excellent. Ensuite, on a une vidéo qui nous présente un nouveau venu qui s'appelle Rohan Raja. Rohan Raja qui va faire ses débuts la semaine prochaine contre Teoman. Et ça, c'est intéressant parce que Teoman est relativement nouveau aussi. Et Teoman est invaincu pour le moment. Il enchaîne les victoires et il a un style très très agressif.
je pense que Teoman va gagner, mais le fait qu'on ait eu une vidéo pour nous présenter Rohan Raja veut peut-être dire... C'est pas un jobber, méfiez-vous de lui, peut-être qu'il va battre Teoman. Je pense pas, mais peut-être. D'autant que Rohan Raja dit qu'il a vu les matchs de Teoman, que c'est le genre de gars qui fait abandonner ses adversaires, mais que lui, Rohan Raja, n'abandonne pas. Chouette, chouette. Bonne petite présentation de Rohan Raja. Ensuite, de façon un petit peu maladroite, j'ai trouvé, on a une vidéo de Teoman qui fait une promo pour parler de Rohan Raja, pour lui dire que... J'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. J'ai écrit, il mourrait pour sa famille, il les protégera. Et ensuite, j'ai écrit, j'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai compris, je suis le coccyx de la Bible. Mais c'est probablement pas ce qu'il a dit. J'ai compris, I'm the Bible's tailbone, qui veut dire je suis le coccyx de la Bible. Mais je pense qu'il a dit autre chose. Je saurais pas vous dire. Et ensuite, on a eu le main event. Noam Dar et Shah Samuels contre Moustache Mountain. C'est la moquerie de Shah Samuels, sa catchphrase. Vu qu'il vient du quartier Est de Londres, il crie Est en anglais jamais un point cardinal n'a été prononcé avec autant de véhémence. East. Je peux pas faire sa tête même si je le voulais parce que il met son menton en avant. Ah, peut-être que je peux. Bref, et en tout cas, je déteste Shah Samuels, mais il fonctionne très bien. Il y a quelque chose de très satisfaisant à le voir se faire péter la gueule. C'est un bon heal. C'est un heal qui fonctionne, parce que quand il se prend un back body drop, et ben je dis, ah, il ferme sa gueule. Ça, c'est bien, ça. J'ai mis B au match, parce que, bon, globalement, voilà, c'est le retour de Moustache Mountain. Ça fait énormément de bien de les revoir catcher ensemble. Ils font partie des pères fondateurs de NXT UK. Ils étaient là au début. J'étais sûr qu'ils seraient les premiers champions par équipe de NXT UK. Ça n'a pas été le cas. Mais leur équipe est excellente. Le match était vraiment très bon. C'était vraiment génial de les voir faire leur spot. Voilà. C'était le retour des Moustache Mountain. Les retours de Tyler Bate et Trent Seven en équipe. Un spot de Trent Seven que j'adore, c'est quand il lève son poing pour faire mine, il va frapper, du coup l'adversaire baisse la tête, et du coup Trent Seven fait un DDT sur son adversaire, c'est un spot que j'adore. Très bon match, bon match rigolo. Moustache Mountain a gagné avec un Assisted Burning Hammer de Trent Seven. Dans l'ensemble, on est sur un bon match et un épisode correct, hein, 12 de moyenne, donc on est sur un épisode correct de NXT UK. Beaucoup de plaisir, bien le catch, bien les champignons, je sais pas ce que je dis. Et nous allons passer, si vous le voulez bien, à SmackDown. SmackDown. Hop là, qui est sur un 15. Nous avons un 15 pour cet épisode de SmackDown. C'est un peu surnoté, si je peux me permettre de donner mon avis, voilà. Tu sais, 15, c'est jamais que l'avis de la note, c'est l'avis des moyennes des segments avec mon tableau qui fait sa petite tambouille. L'opener compte pour l'opener a un coef 2, le main event a un coef 4. Les segments, comment dirais-je, en coulisses, les interviews comme ça comptent pas sur la note moyenne. Et du coup, je me retrouve juste à noter ce qui se passe sur le ring avec des gros coefs pour les deux bouts du show. Vraiment, c'était pas un 15. 15, ça fait vraiment très bon show. Enfin, bon quoi, bon. Pour moi, on est plus sur un show moyen. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Oh la vache. Cesaro est sur le ring. Et il est directement interrompu par Seth Rollins, qui reste en haut de la rampe. Je lis ce que j'ai noté, ça va aller plus vite. Rollins dit que Cesaro a atteint tout son potentiel parce qu'il a été dans le ring avec Rollins et que Rollins l'a élevé à son niveau. Rollins attend encore un remerciement d'ailleurs, et au lieu de ça, Cesaro prétend pouvoir passer à autre chose. Non, dit Seth Rollins avec un petit peu plus de charisme que ça. Rollins dit que c'est la pluie qui l'a empêché de gagner à WrestleMania. Ah oui, parce que à son pire jour, il pourrait battre Cesaro à son meilleur. Ce à quoi Cesaro, j'ai beaucoup la répartie de Cesaro qui lui dit d'accord, du coup là, tu passes une bonne journée, parce que moi je passe une très bonne journée, et je me sens bien d'humeur à te prouver que je peux te battre. Je dis bon, ok, bonne répartie. Rollins allait accepter, mais Jey Uso intervient. Pour dire qu'en effet Cesaro est dingue s'il pense pouvoir battre Roman Reigns. C'est parce que Cesaro a voulu un match pour le titre universel la semaine dernière, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
Il allait l'attaquer, Jey Uso allait attaquer Cesaro, mais Rollins le retient et lui propose d'encercler Cesaro, ce sur quoi arrive, spoiler, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui donc rejoint Cesaro sur le ring et va pour faire un 2 contre 2. Et Rollins et Jey Uso commencent à s'éloigner. Daniel Bryan explique il sait pourquoi tout le monde est venu. Il sait que Cesaro est là parce qu'il veut un match pour le titre universel. Seth Rollins est là parce qu'il digère pas le fait de s'être fait humilier à WrestleMania. Et Jey Uso est là probablement parce que Roman Reigns lui a demandé. Alors que Daniel Bryan, lui, il dit qu'il est là parce que... J'ai perdu ma ligne. Parce que lui veut faire en sorte que Cesaro obtienne ce qu'il mérite. Cesaro est celui qui travaille le plus dur à SmackDown, dit Daniel Bryan, et que la seule raison pour laquelle Reigns est champion, c'est parce que Cesaro n'a jamais eu sa chance. Et ensuite, Daniel Bryan demande ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Jey Uso et Seth Rollins vont les attaquer? Non. Non, parce que quand même, ils viennent dire des trucs pas gentils sur eux. Non. Ah, est-ce que Roman Reigns va venir accepter le challenge de Cesaro? Non plus. Non, c'est vrai, il aime pas trop ça, le catch. J'adore Daniel Bryan. Du coup, il sait ce qui va se passer. Roman Reigns va arriver et ils vont les attaquer à 3 contre 2, mais ça lui pose pas de problème parce que s'il doit avoir un match à 3 contre 2, il voit pas de meilleur partenaire que Cesaro. Cesaro est protégé, mais nickel. Là-dessus arrive effectivement Roman Reigns. Il se vante d'avoir battu Daniel Bryan à WrestleMania. Il monte son t-shirt en disant regarde là, tout en bas de la pile, c'est toi. C'est sur son t-shirt à lui. Parce que sur mon t-shirt à moi, tout en bas, là, c'est l'étoile noire, ça n'a rien à voir. Il rappelle à Daniel Bryan que c'est un loser. Certes, c'est pas un loser, c'est un loser de première classe. C'est un loser digne du main event de WrestleMania. Il est digne de perdre le main event de WrestleMania. Tandis que Cesaro, par contre, c'est un loser de casino. Il dit c'est juste un gars qui a pas de chance. Personne n'est désolé pour Cesaro parce qu'il est juste pas au niveau, quoi. Et personne n'est désolé pour lui, même s'il est entouré de gens qui veulent lui botter le cul. Et à la surprise de Jey Uso, à la surprise très furtive de Jey Uso et nettement plus marquée de Seth Rollins, Roman Reigns s'en va. Et nous avons un match, Seth Rollins et Jey Uso contre Cesaro et Daniel Bryan. J'ai pas dit à voix haute, j'ai mis B- pour le segment d'ouverture parce que je l'ai trouvé un petit peu long. Très bien, mais un petit peu long. Tandis que le match Rollins et Uso contre Cesaro et Bryan, c'est un B+, sans la moindre hésitation. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois pendant le match, c'est dingue comme Cesaro fait à sa place dans ce match-là. Il est entouré de... alors Jey Uso, c'est un peu récent qu'il soit dans le main event, mais Seth Rollins et Daniel Bryan sont dans le main event depuis des années, et Cesaro fait à sa place, entouré de ces gars-là. La force de Cesaro est absolument incroyable. On va me dire, ils sont tous forts, c'est des catcheurs, mais Cesaro, t'as vraiment l'impression qu'il fait pas d'effort. Je me suis fait la réflexion, Cesaro, si tu lui lançais un canapé dessus, il te le rattraperait, boum, comme ça, et puis il te le poserait comme ça. Il donne vraiment l'impression de... Tout va bien, quoi. Il manipule des adultes avec une facilité déconcertante. Mais Seth Rollins s'en va avant la fin du match en disant qu'il n'a pas besoin de ça, qu'il est Seth Rollins, qu'il n'a pas à s'emmerder avec ce genre de match. Et du coup, évidemment, les face gagnent le match avec un running knee de Daniel Bryan. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette fin de match, c'est que je pense que ça va pas passer tout seul avec Roman Reigns, cette histoire. Je pense que Roman Reigns va chercher des comptes à Seth Rollins. J'adore comme tout s'entremêle, tout est... On est en train de construire un Roman Reigns contre Seth Rollins. On est toujours en train de construire un Roman Reigns contre Daniel Bryan. On est toujours en train de construire un Roman Reigns contre Cesaro. On construit aussi un Jey Uso contre Rollins. Tout est en train de s'imbriquer très très bien. Et j'adore. Mais j'adore moins que le segment d'après auquel j'ai mis un A-. Daniel Bryan va chercher un micro et provoque Roman Reigns. Il l'appelle en utilisant la même intonation que Samoa Joe qui a été renvoyé par la WWE la semaine dernière. Il prend la même intonation que Samoa Joe prenait quand il appelait la femme d'AJ Styles dans sa rivalité. Il fait Roman! Oh Roman! Et c'est comme ça que Samoa Joe avait appelé Wendy à l'époque.
Jey Uso essaye d'attaquer Cesaro dans le dos, mais il est pris dans le big swing de Cesaro. Ça sonne beaucoup moins sexuel dans ma tête. Tandis que Daniel Bryan, perché sur le coin du ring, continue de provoquer Roman Reigns, continue de lui dire il paraît que t'es un champion, viens accepter ton challenge, il paraît que t'es un homme, il paraît que t'es the head of the table, que t'es un homme de... que t'es genre le gardien de ta famille, on va dire ça comme ça. Or là, ta famille est en train de se faire attaquer, où est-ce que t'es? Enfin bref, il est très très bon. Daniel Bryan suggère à Cesaro du coup de continuer de faire des swings sur Jey Uso le temps que Roman Reigns arrive, mais il n'arrive toujours pas. Et Daniel Bryan dit que Reigns a sans doute peur. Après tout, il n'a pas pu battre Kevin Owens sans l'aide de Jey Uso. Il n'a pas pu battre Daniel Bryan sans l'aide de Edge. Il n'a pas pu battre Edge sans l'aide de Jey Uso. Ce qui veut dire que Cesaro est sans aucun doute le prochain champion universel. À moins, parce que c'était encore un tout petit peu répétitif, mais Cesaro est protégé comme pas permis. Et Daniel Bryan est toujours brillant au micro. Le fait que Roman Reigns soit pas venu, c'est parfait. Ça veut vraiment dire que c'est vraiment un trou de balle. Tout est parfait. J'ai adoré ce segment. Enfin, tout est parfait, à part un peu répétitif et encore un petit peu long. Mais sinon, c'était vraiment très cool. Ensuite, on a Apollo Crews et Commander Aziz qui arrivent dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville. Sonya Deville qui part quand ils arrivent. Genre, ah là là. Mais vraiment, aucune raison de partir, mais à part. Crews est énervé de devoir défendre son titre intercontinental ce soir, et Adam Pearce lui apprend que ça sera contre Kevin Owens. J'ai mis C- à ce segment-là, parce qu'on est entre le plus et le moins en ce qui concerne l'adversaire. Genre, c'est cool qu'on ait un match Apollo Crews contre Kevin Owens, j'adore Kevin Owens, c'est cool que Kevin Owens ait quelque chose à faire. Ça me semble pas être au niveau de Kevin Owens, il me semble que Kevin Owens n'est pas au niveau du titre intercontinental, il devrait... Enfin, du coup, je savais pas trop. J'ai fini par opter pour un C- parce que Sonya Deville est partie sans la moindre raison. Voilà. Ensuite, on a Jey Uso qui est interviewé par Kayla Braxton et qui dit qu'il en a marre du manque de respect de Cesaro. Ça va vite. Ensuite, on a le retour de Reginald. Oui, tout le monde s'en branle. Nia Jax contre Tamina. Le match est, sans surprise, le match est extrêmement moche, quoi. C'est-à-dire que c'est très, elle tombe, ça fait pas carré, quoi, ça fait pas bien protégé. J'ai mis D- à tout le truc, vous allez voir pourquoi. Le match est juste D, c'est juste, voilà, c'était juste pas un beau match, qui a pas duré longtemps, qui était, voilà. Mais alors, évidemment, Reginald distrait Tamina. Je ne saurais pas vous expliquer ce qui se passe sur cette image. C'est-à-dire qu'on voit Shayna Baszler en train de prendre les jambes de Reginald. Je ne saurais pas vous dire ce qui se passe. J'ai vu le match, hein, mais je ne saurais pas vous dire. Reginald donc distrait Tamina. Tamina qui essaye de frapper Reginald, mais Reginald l'esquive en tombant. Shayna Baszler se retrouve dos à Tamina. Tamina lui met un coup de pied dans le dos. Tamina met un coup de pied dans le dos de Shayna Baszler. Ok. Ce qui énerve Shayna Baszler contre Reginald. Ok. Et en voyant Reginald se faire agresser par Shayna Baszler, Nia Jax est déconcentrée et Tamina gagne avec El Famoso Roll-Up. Du coup, j'ai mis D-, j'ai écrit que je suis impressionné par une telle constance dans cette division par équipe féminine, c'est tout de même incroyable. Le D, c'est pour le match, le moins, ça peut être pour le fait qu'on ait encore un roll-up, pour le fait qu'ils vont séparer la seule équipe forte de cette division par équipe féminine, parce que tout tourne encore autour de Reginald, ou parce que la réaction de Baszler n'a aucun sens. Je vous laisse choisir pourquoi nous avons affaire à un B-, D-, pardon. Vous êtes... Les gens qui disent... Il y a beaucoup de gens qui disent SmackDown est tellement mieux que Raw. La vérité, c'est que SmackDown, déjà le show dure 2 heures, donc ils remplissent moins de merde, et ensuite, le main event de SmackDown est très bien booké d'une façon générale. Le reste, ça va de le fond des chiottes à correct. SmackDown n'est pas une excellente émission, hein, vraiment, en ce moment. Ils ont juste un très bon main event. Ensuite, on a une interview de Kevin Owens. Kevin Owens qui dit que ça fait des années qu'il n'a pas eu de chance d'avoir un match pour le titre intercontinental. Il est surpris d'avoir un match, mais qu'il ne va pas laisser passer cette occasion. Il serait ravi d'être celui qui détrônera Apollo Crews. Et Biggie l'interrompt. J'ai mis C+ à cette interview uniquement parce que Biggie n'a jamais pardonné à Kevin Owens d'avoir trahi le New Day début 2019. Enfin, non, courant 2019. Et je trouve ça vraiment très cool, qui est
un peu de respect pour la continuité. Parce qu'ils sont tous les deux babyface, donc si la WWE faisait ce qu'elle fait d'habitude, elle les ferait ah, ils sont super copains. Mais non, Big E n'a jamais pardonné à Kevin Owens d'avoir trahi Kofi Kingston et Xavier Woods en 2019, et c'est vraiment cool. Big E l'interrompt en disant qu'il lui a volé sa place et que c'est son match et que c'est son titre intercontinental, parce que n'est-ce pas, Apollo Crews a battu Big E pour le titre. Kevin Owens dit oui, sauf que en l'occurrence là ça l'est pas, là c'est mon match et après je vais me marrer parce que ça sera mon titre. J'aime beaucoup le fait qu'on semble partir sur une rivalité peut-être entre Kevin Owens et Big E quand Apollo Crews sera passé à autre chose. J'aime bien j'ai bien aimé leur interaction. J'ai hâte de voir où ça va. Ensuite, Daniel Bryan va voir Adam Pearce pour faire en sorte que le match Cesaro contre Reigns ait lieu. Pearce dit que c'est pas si simple, mais qu'il va essayer. Ensuite, on a le match Kevin Owens contre Apollo Crews, auquel j'ai mis C-, je vais vous expliquer pourquoi. Le match en lui-même était franchement bien. Le match en lui-même était bien, on était dans la catégorie B pendant le match, je me suis dit, bon, si on a juste une fin clean, ça sera dans le B. Ça sera dans le B. Mais Sami Zayn intervient au milieu du match. Je vais mettre mes images de SmackDown pour savoir quand est-ce qu'il faut que je passe à l'image suivante. C'est parce que là il y a beaucoup de choses. Sami Zayn intervient au milieu du match. J'ai pas d'image pour Sami Zayn qui intervient. Non, bon, d'accord. Sami Zayn intervient au milieu du match avec sa musique. C'est le genre de truc qui m'emmerde. Le match a lieu et t'as la musique de Sami Zayn qui part pour dire que Sami Zayn arrive. Et moi, à la place de la régie, je me dis, il y a un match qui a lieu, alors c'est pas une musique d'entrée, c'est peut-être un peu chiant. Bref, Sami Zayn arrive et il va à la table des commentateurs. Sami Zayn parle beaucoup pendant le match pour dire ouais, l'arbitre compte trop vite, vous voyez, il y a un complot, vous voyez, là le complot est contre Apollo Crews apparemment. Bref, c'était un peu maladroit, ça, ce que disait Sami Zayn. Kevin Owens, il y avait un spot que j'ai beaucoup aimé. Kevin Owens allait faire un frog splash sur Crews à l'intérieur du ring, mais Apollo Crews a roulé à l'extérieur du ring. Du coup, Kevin Owens a fait un frog splash à l'extérieur du ring parce que c'est Kevin Owens et il en a rien à foutre. Et là, on a tout ce qui fait que la note s'est cassé la gueule à vitesse grand V. Apollo Crews a gagné avec un... non, pardon. À un moment comme ça, sans crier gare, Commander Aziz monte sur les abords du ring. Ça distrait Kevin Owens. Apollo Crews gagne avec un roll-up. Oh. Mais Kevin Owens lui fait un stunner, donc Apollo Crews est même pas un tout petit peu protégé, il s'en prend plein la gueule. Et après ça, Commander Aziz met un... Ouais, pardon, ça c'est le stunner. Et après ça, Commander Aziz monte sur le ring pour porter son Nigerian Nail sur Kevin Owens. Donc même Kevin Owens n'est pas si protégé que ça. Le seul qui est protégé, c'est le gros monsieur, comme toujours à la WWE, même si le gros monsieur est pas spécialement... c'est pas Kevin Owens, quoi, et c'est pas Apollo Crews non plus qui a le vent en poupe en ce moment. Enfin, c'est très mauvaise idée, quoi, et très mauvaise idée sur très mauvaise idée. Mauvaise idée la distraction de Aziz, mauvaise idée que Apollo Crews gagne avec un roll-up suite à une distraction, mauvaise idée que Kevin Owens lui fasse quand même un stunner après le roll-up, après la distraction, et mauvaise idée que le majordome, le manager d'Apollo Crews mette KO Kevin Owens après le stunner, après le roll-up, bref, que des mauvaises idées. Et après ça, il y a une petite lueur de bonheur, il y a Sami Zayn qui vient danser sur le corps de Kevin Owens. Ça m'a fait sourire, mais pas assez pour remonter la note. Parce qu'on est sur un... Ouais, j'ai pas aimé, ce serait mentir que de dire que j'ai aimé, j'ai pas... Mauvaise décision, ça, beaucoup de mauvaises décisions. Bonne décision par contre, si vous voulez, Sami Zayn vend en ce moment un t-shirt, alors que je le trouve absolument laid, mais c'est pas la question, sur Pro Wrestling Tees, donc Pro PRO, Wrestling comme du catch, WRESTLING, Tees, T2ES. Il y a un t-shirt, je vous en parle maintenant parce que c'est en édition limitée, ça dure qu'une semaine et la semaine commence à toucher à son terme. Et tous les profits de la vente de ce t-shirt iront à son... je sais pas si c'est une association, je pense que c'est juste une œuvre caritative. Sami for Syria, ça s'appelle, qui vient en aide aux populations de Syrie, comme son nom l'indique, Sami for Syria. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous acheter un t-shirt, le t-shirt est rigolo en plus, c'est un t-shirt un dessin de Sami qui danse. Je le trouve vraiment très moche, si je dois être tout à fait honnête, ce t-shirt, mais c'est une occasion, voilà, c'est une occasion pour vous de faire un don pour une bonne action. Si jamais ça vous dit, je place ça là.
vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai acheté le mien aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, on a une interview de Paul Heyman. On lui demande est-ce que Reigns va accepter le challenge de Cesaro. Heyman dit qu'il respecte profondément Cesaro, qu'il l'adore, même qu'il s'est fait un nom avec un seul nom, Cesaro, comme Drake, comme Madonna, comme Prince. Et il dit que d'ici la fin de l'épisode, il assure merci beaucoup à Ryuk et Lucifer pour son abonnement d'une durée de 3 mois. Merci beaucoup pour ta confiance. Il dit qu'il assure que d'ici la fin de l'épisode, Roman Reigns donnera sa réponse directement. Chouette. Ensuite, on a une nouvelle intervieweuse. J'ai pas pris d'image d'elle, mais voilà. Je suis toujours choqué quand je vois un nouveau visage dans les interviews en coulisses à la WWE. Elle s'appelle Megan Morant et elle a une personnalité. C'est-à-dire que là, elle interviewait Apollo Crews qui a fini par se faire agresser par Biggie alors que Commander Aziz n'était pas là et que Aziz est arrivé un petit peu trop tard. Et en interviewant Apollo Crews, son visage réagissait à ce que disait Apollo Crews. C'est rarissime. C'est-à-dire Kayla Braxton fait pas ça, Patrick Vincent, j'ai oublié son nom, Arrow fait pas ça non plus, Charlie Caruso en son temps faisait pas ça non plus, Renee Young, même Renee Young, j'allais dire Renee Young si, non, Renee Young faisait pas ça, Renee Young elle était très bien en hôte de show en coulisses, mais en tant qu'intervieweuse, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire ne réagis pas, soit pose la question et après de toute façon on ne filme pas, donc ne réagis pas. Même Mackenzie Mitchell à NXT fait pareil, que là, elle souriait quand Apollo Crews était content, elle avait l'air préoccupée quand Apollo Crews était menaçant. J'en fais beaucoup, mais c'est le genre de détail qui rafraîchit un peu ton expérience de téléspectateur. Le gros point plus de donc c'est plus à ce segment-là. Le gros point positif, c'était Megan Morant, nouvelle intervieweuse à la WWE. J'espère qu'on lui dira pas « C'était quoi ce visage que t'as fait ? Arrête ton visage !» Voilà, j'espère qu'on aura ça. Et alors après... Le retour d'Aleister Black. Vous me connaissez, on est d'accord que je devrais être au 7e ciel, quoi. Je devrais vous dire yes, il est de retour. Alors, d'une part, Pat McAfee a bien fait en sorte de diminuer ma hype, mais dès le début. C'est-à-dire que Michael Cole dit et maintenant nous allons avoir un message venu des tréfonds du fond de ton cul, il dit pas ça comme ça, qui vient de Aleister Black. Avant même que j'ai le temps de me dire Aleister Black, moi content, joie. Avant même que j'ai le temps, Pat McAfee réagit comme ça. Autant dire que ça a tout niqué ma hype. Ça, je me suis dit, oh putain, mais j'étais en colère contre Pat McAfee alors que j'aurais voulu être content pour Aleister Black. Donc voilà, déjà ça m'a. Et ensuite, j'ai eu peur. Aleister Black, comme vous le voyez, est sur un fauteuil entouré de bougies. Et il raconte une histoire que j'ai traduite dans son intégralité, je vais vous la raconter. La plupart des gens te cachent des choses. Alors je vais ouvrir une veine parce que je veux que tu connaisses la vérité. Chapitre 1, le dragon. Enfant, j'ai assisté à de nombreux enterrements. Père m'invitait à ses célébrations de la vie et de la mort. Il pouvait me gérer parce que j'étais trop petit pour comprendre. Mais alors que je grandissais, il devenait plus froid, plus distant. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne m'apprenait pas à vaincre le dragon. Il m'apprenait à devenir un dragon. Jusque-là, j'étais... Je me suis dit, j'aime bien. Parce qu'en plus, c'était en dessin animé, enfin, c'était très... En animation, c'est très, très sympa, j'aimais beaucoup. Jusque-là, j'aimais bien. J'aimais bien le propos, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien le fait qu'on voit Aleister Black. J'étais très inquiet du fait qu'on lui fasse raconter une histoire. Parce que pour moi, il y a toujours l'idée que la WWE ne prévoit pas où ils vont. C'est-à-dire que soit on a un cas Firefly Funhouse, où l'histoire commence en février et elle se termine à SummerSlam avec le début du Finn contre Finn Balor et tout est absolument parfait, enfin tout est absolument parfait, c'est pas parfait, mais l'histoire est absolument géniale entre les deux. Soit Bray Wyatt d'avant où il faisait des promos tout le temps qui allaient nulle part, ou Bray Wyatt et Alexa Bliss ou contre Randy Orton où il faisait des promos, il faisait des trucs, et que ça allait nulle part à la fin. Donc là je me dis Aleister Black, j'espère qu'il y a une fin, mais je sais pas trop. Et la suite
m'a fait plus peur qu'autre chose. Je vous lis la suite. Parce que Père avait raison, je ne pouvais pas demeurer un faible d'esprit comme vous. Vous, abrutis devant votre écran, vous êtes les monstres, et je ne suis pas comme vous. Je ne vous aiderai jamais. Vous êtes la preuve de la nature souillée de l'homme. Vos mensonges et vos tromperies transformeront vos enfants en monstres encore pires que vous-même. Ce que vous faites est infâme et condamnable. Comme des récoltes gâtées, vous serez arrachés de la terre pour laisser place à la fertilité. J'adore la façon dont c'est raconté, mais c'est ce que sur WrestleTalk et peut-être d'une façon générale dans le milieu du catch, ils appellent une promo You People. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un heel turn, le heel turn le plus basique du monde, c'est « Je suis devenu méchant à cause de vous, public ». C'est vous qui ne m'avez jamais soutenu. Tu sais, les promos qui invariablement ont la phrase « Each and every single one of you ». Et là, je me dis, ça a vraiment l'air d'être une promo You People très, très joliment habillée. J'ai peur. J'ai mis B- parce que je vous dis, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup tout ce que... Je suis très content de revoir Aleister Black. Je suis très méfiant. Très, très, très méfiant. Très méfiant. Ensuite, avec un D, nous avons une interview des Dirty Dogs, les actuels champions par équipe de SmackDown. On apprend que les Mysterio ont un match contre Alpha Academy plus tard dans la soirée. Les Street Profits arrivent pour dire « Hey, on veut un match pour le titre !» J'ai dit « Non, vous êtes en rivalité depuis 2005 et vous venez de perdre la semaine dernière. Vous avez un match pour le titre, vous l'avez perdu. Et en plus, vous l'avez perdu clean. Ils ont même pas triché pour vous battre. Non, non, vous avez pas de match pour le titre. Non, allez vous faire foutre. » Et Bayley intervient pour nous parler de son adversaire à WrestleMania Backlash, donc à la fin du mois. Enfin, je crois, je sais pas quand c'est. Bon, bref, on s'en fout. Son adversaire à Backlash, qui se trouve être Bianca Belair, juste la championne de SmackDown. On apprend ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que le main event est bien booké, le reste est booké avec le fond du cul, parce que... Bayley. Et maintenant, je vais vous parler de mon adversaire, Bianca Belair. Et la promo de merde n'est pas finie, ça c'est un D, ça. Hein. Montesford revient avec son téléphone. Montesford, le gars de droite, côté Street Profits, revient avec son téléphone, parce que Montesford est le mari, dans la vraie vie, de Bianca Belair, l'actuelle championne de SmackDown. Et Bianca Belair est à l'appareil. Il lui dit qu'il déteste lui dire ça, mais que Bayley arrête pas de parler d'elle, et Bianca Belair dit qu'elle arrive. Sur le coup, j'ai pas compris parce que je me suis dit, attendez, parce que là, la mise en scène, clairement, ils ont eu déjà un problème de Covid à Raw cette semaine qui fait qu'ils ont travaillé en effectif réduit. Il y a des catcheurs qui auraient dû être là et qui n'étaient pas là, et ça se voyait parce que il y avait un trou en forme de John Morrison ou en forme de AJ Styles et Omos dans le show, ou en forme de Bobby Lashley. Ça se remarque. Et là, je me suis dit, d'accord, bon, il y a un problème avec Bianca Belair, mais je me suis dit aussi, c'est bizarre parce que s'il y a un problème avec Bianca Belair, Montesford n'est pas genre cas contact automatiquement, c'est bizarre. Et ensuite... Ah, j'ai pas pris d'image. Si en fait j'ai pris une image, mais j'ai oublié de la sauvegarder. Ensuite, Bianca Belair était là. Mais vraiment, il y a eu le segment là, ce segment-là. On est passé à la pub ou à quelque chose. On est revenu. C'était Bayley et Bianca Belair qui étaient là. Bianca Belair s'est téléportée. Bayley a dit dans la première promo avant la pub que globalement Bianca Belair était juste une rookie ingrate, que c'est Bayley qui a fait d'elle le main event qu'elle est aujourd'hui, et que voilà. Et là, dans cette deuxième promo, Bianca Belair lui dit ah ouais, est-ce que tu saurais répéter tout ce que t'as dit en face? Et Bayley dit que ce serait un... Ouais, d'accord, je vais répéter. J'ai dit que ce serait un honneur d'être ta première adversaire, que effectivement tu as écrit l'histoire à WrestleMania, et que tu as montré au public qui était la vraie EST de la WWE. Bianca Belair dit qu'elle s'entendait pas à ça, et Bayley rigole. Et c'est vraiment de la merde. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ensuite... La raison pour laquelle on a commencé ce live un peu en retard, c'est parce que je vous ai préparé un petit quelque chose. Est-ce que vous avez été sage cette année? Est-ce que vous avez été sage cette année? Parce que je vous propose
de revenir un petit peu dans le temps, j'espère que ça va marcher, je vous propose de revenir un petit peu dans le temps pour que je vous parle du prochain segment. Ensuite, on a un match Rey Mysterio contre Otis. Quand même dingue que les ceintures par équipe de SmackDown ne soient pas défendues à WrestleMania, quoi. On a eu un match entre toutes les équipes qui vont s'affronter la semaine prochaine. Donc l'Alpha Academy de Chad Gable et Otis, les Dirty Dogs, les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, et Rey Mysterio et fils. Et le match est officiel, donc l'Alpha Academy affronte Rey et Dominic Mysterio. Ensuite, on a eu un 8-man tag, donc un match 4 contre 4, les Street Profits et Dominic et Rey Mysterio contre les Dirty Dogs et l'Alpha Academy. Ensuite, on a un match Dominic Mysterio contre Chad Gable, parce que Dominic et son père Rey Mysterio sont en rivalité avec l'Alpha Academy de Chad Gable et Otis. Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio affrontent l'Alpha Academy. Ensuite, on a eu... J'ai pas compris. Ensuite, on a eu les Mysterio, donc Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio, contre l'Alpha Academy de Chad Gable et Otis. Donc l'Alpha Academy contre Rey et Dominic Mysterio. Il faut arrêter. Il y en a un peu plein le cul, non? Il y en a... Hein? Je trouve qu'il y en a plein le cul. Je sais pas vous, je commence un peu à saturer. J'ai mis un C au match parce que j'en ai rien à foutre, voilà. Cette fois-ci, les Mysterio ont gagné. Il me semble qu'ils ont aussi gagné la semaine dernière. Voilà. Ensuite, et enfin, nous avons eu le main event. Cesaro est dans le ring avec Daniel Bryan. J'ai adoré ce main event, je lui ai mis un A. Cesaro est dans le ring avec Daniel Bryan, attendant la réponse de Roman Reigns. Reigns finit par arriver avec un peu de retard parce qu'il agit selon son temps, c'est un truc que j'adore avec Roman Reigns. Roman Reigns arrive avec Jey Uso et avec Paul Heyman. Et Roman Reigns dit que Cesaro, très très condescendant envers Cesaro, il lui dit qu'il est personne pour le défier, il dit qu'il n'a rien fait pour le mériter, qu'il refuse son défi, qu'il refusera toujours son défi, parce qu'il ne sera jamais à son niveau. Et que c'est Reigns qui lance les défis, et il défie Daniel Bryan. Il ne l'aime pas, il l'a jamais aimé, alors il aura une chance pour le titre universel la semaine prochaine, mais c'est la dernière, je crois qu'il dit ça. Et c'est génial parce que tu vois Daniel Bryan hésiter, regarder Cesaro, genre non, c'est lui qui devrait avoir un... Il le dit pas, mais tu vois, tu sais qu'il le pense, tu penses c'est lui qui devrait avoir un match. Et Cesaro, gentleman, dit accepte, qu'est-ce que t'attends? Genre, Cesaro, au lieu de penser ça devrait être mon tour, il dit non, tu viens d'être défié pour un match pour le titre universel, c'est génial, prends cette opportunité, prends cette chance. Je trouve ça vraiment trop cool. Enfin, tout le monde est très très bien présenté. C'est-à-dire que Roman Reigns est vraiment très cruel et envers Cesaro et envers Daniel Bryan, parce que Daniel Bryan il veut être gentil avec son pote et Roman Reigns dit non, toi je te défie. C'est-à-dire il met Daniel Bryan dans une position très difficile, tout fonctionne très bien. Et alors que Daniel Bryan allait répondre, Roman Reigns dit c'est pas fini. Quand tu vas perdre, je veux plus jamais te revoir, je veux que tu disparaisses. Et Daniel Bryan accepte. La semaine prochaine, on a un match pour le titre universel entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Et le perdant, si Daniel Bryan perd, il quitte SmackDown. C'est bien parce que, alors, il y a eu des rapports après WrestleMania disant que Daniel Bryan s'était vraiment senti bizarre pendant le main event de WrestleMania. Il avait vraiment l'impression que c'était pas son match, quoi. Il avait vraiment l'impression. Et il a interprété ça comme faut que j'arrête. J'arrive au bout, quoi. J'arrive au bout de ma carrière de catcheur à temps plein. Donc je vais peut-être commencer à m'éloigner. C'est peut-être le signal qu'il faut que j'arrête. Et je me dis que si c'est ça, c'est une excellente façon d'éloigner Daniel Bryan de pas faire prendre sa retraite à Daniel Bryan, mais d'éloigner Daniel Bryan du catch. De le faire partir de SmackDown. En finissant de mettre en avant quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment, c'est très Daniel Bryan. Ça lui ressemble beaucoup. Du coup, je trouve ça vraiment brillant. C'est une très bonne fin de show. Très bonne fin de parcours pour Daniel Bryan. Enfin, fin de parcours pour l'instant, je pense. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne la semaine prochaine, d'après moi. Et Cesaro s'est vraiment très bien comporté. Tout était très bien. Tout était très bien dans ce dernier segment-là. Ça a été un vrai home run, quoi, ce dernier segment. J'ai beaucoup aimé ça. Et
Et j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir où ça va aller. J'ai hâte de voir quelles seront les prochaines étapes pour Daniel Bryan. Je pense qu'il va travailler comme producteur à la WWE. Il a dit dans une interview que lui, son projet, c'était d'essayer d'avoir un contrat avec la WWE qui lui permettait de catcher ailleurs. Non, s'il y a un gars qui peut avoir ce genre de contrat, qui peut réussir à obtenir ce genre de contrat, c'est Daniel Bryan. Ça m'étonnerait énormément qu'il y arrive. Non, je pense qu'il va rester à la WWE, qui va travailler comme producteur, quoi, qui va faire les matchs, qui va continuer de mettre en avant les gars en coulisses, bref, j'ai hâte de voir où ça va aller. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va peut-être retourner à NXT, ça m'étonnerait beaucoup qu'il retourne à NXT. Je pense qu'il va rester à SmackDown et qu'il va faire les matchs à SmackDown, qu'il va continuer de mettre en avant des catcheurs sous-utilisés à SmackDown. Et c'est vraiment trop cool. Donc globalement, ouais, vous voyez, on est sur un épisode qui commence bien, qui finit bien, mais entre les deux... Pas à ce point-là, mais entre les deux, c'est Nia Jax contre Tamina, c'est Apollo Crews qui perd, qui gagne de la façon la plus faible possible, et la personne qui l'a battu est faible aussi. C'est Aleister Black... Et puis c'est les Dirty Dogs et les Street Profits, c'est Bianca Belair et Bayley... C'est Rey Mysterio et contre Alpha Academy, et les Mysterio contre Alpha Academy, et les Mysterio contre Alpha Academy, et Mysterio contre Alpha Academy. C'est... Voilà. Ça, 15, c'est gentil. Concernant 205 Live, Nobunaga40 me dit bonjour monsieur Lynx, comment allez-vous? Je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais pour 205 Live, c'est une 0 seconde ou selon votre tableau dynamique. C'est une 0 sec, je comprends pas ce que tu dis. Et est-ce que par défaut ça remonte la moyenne de Raw en général qui avait jusque là les pires notes? Ça remonte toutes les notes. On a un nouveau 0, donc toutes les notes remontent. Physiologiquement. Je comprends pas ce que tu veux dire par c'est un 0... Ah, un 0 sec, mais non, mais ça existe pas, 0 sec. Parce que mes notes vont de F- à A+. Et c'est traduit avec des chiffres sur le tableau, mais j'ai rien qui correspond à 0, c'est-à-dire que même F- c'est 1. Donc je peux pas... ça peut pas être un 0 sec, pas possible. Quand je dis 0, c'est le tableau dynamique. Et du coup, ouais, toutes les notes se retrouvent augmentées. Hey, me dit Hello Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je me demandais quel est ton avis sur le jeu d'acteur d'Eddie Dennis à NXT UK. Personnellement, je suis un peu dubitatif et je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dans son personnage. Merci pour ta réponse, merci pour tes lives et bonne journée, smiley souriant. C'est pas tant son jeu, moi, c'est vraiment son... Je sais pas ce qu'il joue. Je pense pas qu'il joue mal, je pense qu'il joue quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire qu'il est censé être intelligent et il le joue comme ça. Et du coup, je ne sais pas. NJ Peressler me dit bonjour Lynx. Ce n'est pas une question mais un fun fact que je me suis dit hier en regardant le match de Kevin Owens. Il me semble que tous les règnes de Owens ont été faits en tant que heel. Smiley dubitatif. Il me semble que c'est le seul avec une telle caractéristique. Les règnes face de Mysterio ne comptent pas vu qu'il a toujours été face dans sa carrière à la WWE. C'est une bonne question. Je me renseignerai. Je me renseignerai à ce sujet. Après, il y a des cas particuliers comme Brock Lesnar qui a plus ou moins toujours été heel, donc... Nitralis dit « Salut Lynx, j'ai pas trop le temps de suivre les shows hebdomadaires dernièrement, mais j'ai l'impression que Jey Uso perd toutes les semaines, ça fait combien de temps qu'il n'a plus gagné ?» Alors, la semaine dernière, il a perdu... Non, la semaine dernière, il a gagné. Voilà. Parce que Seth Rollins a... Non, Seth Rollins a agressé Cesaro, donc c'est Cesaro qui a gagné par disqualification. Autant pour moi. La semaine d'avant... Il a gagné. La semaine d'avant, il a gagné la Battle Royale en Géant. Voilà. Alors, Jeju me dit, donc le fils de Magie et de Joseph, me dit « Salut Lynx, qu'est-ce que tu voulais dire en disant que Kevin Owens n'était pas au niveau du titre intercontinental ?» Je pense qu'il est au-dessus. J'ai peut-être mal compris. Je pense qu'il est niveau main event, Kevin Owens. Parce que pour moi, Kevin Owens, c'est clairement au-dessus et c'est clairement établi depuis des mois et c'est exactement ce que je voulais dire. Swifty me dit « Salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu ne penses pas que la fin de SmackDown est juste un moyen dans le kayfabe d'expliquer un départ de Bryan vers Raw? Non, je pense pas. S'il devenait producteur, ce serait plutôt un match titre contre carrière. Qu'en penses-tu? Non, je pense qu'il veut pas... Daniel Bryan, c'est quelqu'un pour qui c'est important ce genre de stipulation. Et je pense qu'un match titre contre carrière, ça veut dire que tu ne catcheras plus jamais après. Et du coup, c'est trop quoi. Il dit pas qu'il veut... Il dit qu'il veut prendre du recul, il dit pas qu'il veut arrêter de catcher.
Donc non, je pense pas qu'il va aller à Raw, ça m'étonnerait énormément. Red Wolf XV, Red Wolf 15 finalement, me dit bonjour Lynx, j'aimerais savoir si tu penses que les personnes licenciées comme Samoa Joe pourraient revenir à NXT, merci de ta réponse à deux. Non, NXT c'est la WWE, même si beaucoup de gens aiment penser le contraire. Quand t'es viré de la WWE, tu reviens pas à NXT, ça n'a absolument aucun sens. Meliodas75 me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. J'aimerais savoir selon toi quelle est la prise de catch la plus dangereuse que tu aies vue depuis que tu regardes la WWE et toutes les autres fédérations. Moi par exemple c'est le Canadian Destroyer, je n'avais jamais vu cette prise jusqu'à WrestleMania avec Bad Bunny et j'ai reculé plusieurs fois la scène tellement j'ai eu peur que John Morrison se soit fait très mal à la nuque. Le Canadian Destroyer est une prise très protectrice. Celui qui porte la prise court plus de risques que celui qui la prend. Donc moi je serais toi, je paniquerais pas pour ça. Non, pour moi, les prises les plus dangereuses c'est les pile drivers, quelle que soit leur variation. Parce que globalement ton adversaire tombe sur la tête quoi. Enfin, tu mimes le fait que ton adversaire tombe sur la tête. Quelques centimètres plus bas et il tombe vraiment sur la tête et il s'explose les vertèbres les vertèbres de la nuque, donc les vertèbres cervicales, c'est ça. Donc pour moi les pile drivers, quelle que soit leur variation, le tombstone pile driver, le pile driver, le spike pile driver, enfin tous les pile drivers sont extrêmement dangereux d'après moi. La prise qui a la réputation d'être la prise la plus dangereuse du catch, c'est le Burning Hammer de... Vous allez compléter cette phrase pour moi. Comment il s'appelle le créateur du Burning Hammer? Kenta Kobashi, merci beaucoup. Le Bagoum me dit bonjour mon cher Linkson El Point Couture, je vais avoir besoin de boire de l'eau pour finir cette phrase. Je sais qui j'ai mis, j'ai retrouvé. Est-ce que vous avez vu, probablement pas parce que vous êtes trop jeune, la bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue? Et ben il y a un personnage qui parle à peu près comme ça et c'est exactement ça que je fais mais avec l'accent espagnol. Comment il s'appelle? Oui, mon maître, oui. Oui, maître, oui, oui, en plein milieu du désert. Et on est venu pour te demander quel est le titre dans tout ce que tu avoues dans le catch en général, le plus beau et le plus moche. Personnellement, je dirais que mon titre préféré visuellement est le titre X-Division de Impact en 2018 et celui que j'aime le moins est le titre des Divas. Alors pour moi, le titre le plus moche, ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre le titre 24/7 et le titre des Divas, effectivement, que je trouve vraiment hideux. Mais je pense que ça va être le titre de Diva quand même. Parce que le titre 24/7, il fait pas sérieux. Il fait en plastique quoi. Il fait le titre que t'achètes pour un enfant pour lui dire hey, t'es champion, bravo. Le plus beau. Ça va toujours être Big Gold. Hein. Ça va toujours être Big Gold. J'adore ce titre. Le titre mondial de la WCW qui est devenu le titre World Heavyweight à la WWE. C'est juste une énorme plaque dorée, je le trouve vraiment très très beau. Mais le titre avec le titre de la WWE, quand il avait l'aigle dessus, il était magnifique aussi. J'aime beaucoup le design du titre de AEW, je trouve qu'il fait très prestigieux aussi. Il y a beaucoup de titres dont j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup le titre mondial de NXT UK aussi, je le trouve vraiment très beau. Le poney passe un message de Bengiscan4 qui dit « Tu as dû y répondre 100 fois, mais on m'a toujours dit que le catch était faux. Du coup, je comprends pas pourquoi les gens suivent et font des paris, etc. Et même j'entends des « Lui, il a triché » ou « Lui, il fait ça, alors je l'aime pas, mais tout est scénarisé, je comprends pas, peut-être je passe à côté de quelque chose. » Quand tu regardes une série, quand tu regardes un film, tu sais que tout est faux, tu sais que tout est scénarisé, tu sais que tu regardes des personnages, pourtant tu rentres dedans. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu t'attaches au personnage. Et du coup, oui, quand un personnage triche, c'est un peu, c'est comme quand, c'est difficile de donner des exemples sans spoiler, mais dans Walking Dead, quand Negan a tué quelqu'un, t'avais beau savoir que c'était un film, que la personne n'était pas vraiment morte, que Negan n'a pas vraiment, enfin que j'ai oublié le nom de l'acteur, Jeffrey Dean Morgan n'a pas vraiment tué quelqu'un, et ben quand même t'es dégoûté, et quand même t'espères qu'il va se faire casser la gueule. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Pourquoi les gens font des paris, ça par contre c'est un peu con, parce que les gens qui sont dans les coulisses et qui savent qui va gagner, finissent généralement, juste avant le début du match, par parier en masse sur la personne dont ils savent qui va gagner. Donc ça vaut vraiment pas le coup de faire des paris sur le catch. C'est vraiment, juste un coup à perdre du fric. C'est vraiment très très con de faire des paris sur le catch. Bert Alvarez me dit « Hello Lynx, j'ai fait des tests par rapport à ma potentielle tumeur et il s'avère à mon grand soulagement, tu l'imagines, que ce n'était qu'une simple intoxication. Mon médecin m'a dit que je mangeais trop de sardines !»
Une pute, c'est quoi? Je vais faire une emote perso sardine. Je sais pas comment je vais la caser, mais on va se faire une emote perso sardine pour toi, Bert Alvarez, pour que tu puisses avoir les sardines sur le chat que tu n'auras plus dans ta vie pour éviter d'avoir peur d'avoir une tumeur. Je suis très soulagé pour toi. Pas de question aujourd'hui, juste un grand merci pour le soutien que j'ai reçu de ta part comme celle de ta communauté. Si un créateur est rabaissé quand sa commu fait des trucs pas bien, on oublie trop souvent de les gratifier quand leur commu fait des trucs cool. J'ai la meilleure commu du monde, mais ça, je le savais déjà. Vous pouvez envoyer une pluie de poupou pour Bert Alvarez si vous êtes abonné, et je vous ferai une emote sardine pour le prochain live. Raven Glorion me dit Monsieur The Sonic, c'est Monsieur The Sunlink dans la voix de Jérémy Avocat Aigri. Je passe mon concours d'entrée dans l'école que je souhaite, c'est une grosse épreuve, donc je suis en mode sincérité. Je voulais te dire que j'aime énormément ton contenu, je remercie toi et le chat de me divertir toutes les semaines. C'est un bonheur de se mettre au catch avec vous, smile et cœur. Merci beaucoup à toi pour ton message et très bon courage et bonne chance pour ton concours d'entrée, et j'espère que tu accéderas à l'école que tu convoites. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci à Elvadriclia, comment tu t'appelles ce pseudo? C'est Elvadriclia, je crois. Elvadriclia, j'ai bon. De m'avoir passé les questions, c'était fort sympathique de ta part. Et merci donc à vous d'avoir suivi ce live. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous mardi prochain pour retourner dans la fange du catch avec Monday Night Raw, qui sera peut-être bien. C'est pas impossible. On se donne rendez-vous plus tard pour la suite. Moi, je vais continuer à lire des romans adaptés au cinéma, comme d'habitude. On fera peut-être un point sur la chaîne Link the Sun, un de ces quatre, là, histoire que je donne des nouvelles sur Link the Sun. La plupart des gens, beaucoup de gens qui ont l'air de penser que je suis mort. Donc, ce serait bien qu'ils sachent qu'il n'en est rien. Je vais aller déjeuner parce que j'ai faim. Bonne fin de journée à tous. Bon week-end à tous. Et que le meilleur gagne. Je ne sais pas comment finir ce live. Salut tout le monde. Ciao!